Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et un enseignant égorgé à l'arme blanche et 2 blessés graves ce matin au lycée Gambetta à Arras. L'assaillant, ancien élève du lycée, est arrivé en criant Allah Akbar. Il a été arrêté comme son frère, âgé d'une vingtaine d'années. L'homme et sa famille étaient fichés S et sous surveillance appuyée de la DGSI, Philippe. Oui, et est-ce que le fichage S a encore un sens quand on voit que nombre d'attentats ont déjà été commis par des personnes fichées S? Que dire quand on voit qu'étant fichés S, et qu'ils étaient sous un arrêté d'expulsion il y a quelque temps, ils n'ont pas été expulsés. Est-ce que finalement notre état de droit n'est pas la meilleure protection pour les terroristes? Venez témoigner au 0826 300 300, vous pose cette question. Fiché S, sommes-nous dans une impasse? Et vous dites oui avec 80% des suffrages. Et notre invité expert est avec nous, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Rebonsoir Grégory Joron. Juste avant de revenir à vous, Philippe Bilger, cette question finalement, est-ce que nous sommes dans l'impasse avec ces fichiers S? Mais c'est d'autant plus dramatique cette affaire que j'ai l'impression que la surveillance a été exercée normalement autant qu'elle le pouvait. L'assassin a été contrôlé hier, on a dû le laisser partir parce qu'il n'avait commis aucune infraction. Son frère a été retrouvé devant un lycée où probablement il s'apprêtait à commettre le pire. Donc ce qui me frappe et ce qui me navre en tant qu'ancien magistrat et même en tant que citoyen évidemment, c'est que on ne peut rien reprocher au service sinon le fait qu'on a un état de droit qui ne permet pas d'interpeller ceux qui, de manière quasiment certaine, s'apprêtent à commettre le pire, comme malheureusement ça a été fait. Donc il faut changer et les fichiers S, il ne faut pas les garder, il faut se débrouiller pour les faire partir, c'est tout. Elisabeth Lévy. Alors, je crois que Philippe a parfaitement résumé l'enjeu, qui n'est pas une défaillance dans la chaîne d'action, si vous voulez, de gens qui n'ont pas fait leur boulot, en l'occurrence. Des gens ont fait leur boulot dans les limites que leur permet la loi, et la loi est évidemment plus protectrice des droits, disons, des gens suspectés ou capables de commettre de tels actes que de la collectivité. Donc, évidemment, il faut changer cela, mais c'est très difficile dans notre culture aussi. Moi aussi, je suis libéral. Et j'ajoute que c'est rendu encore d'autant plus difficile que nous avons affaire à des entrepreneurs individuels du djihadisme. Nous n'avons pas besoin, pour faire ce qu'il a fait, d'un réseau planétaire. Il suffit d'un donneur d'ordre qui est à l'autre bout de la Terre. Le chef du Hamas a demandé il y a 3 jours, du Hezbollah ou du Hamas, je sais plus, a demandé il y a 3 jours que le conflit à Gaza devienne une guerre mondiale. Tout le monde peut entendre l'appel. Pardon, j'arrête. Non, je vous en prie, Isabelle. Non, mais faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est le jour du djihad. Oui. C'est le chef du Hamas qui a dit que c'était le jour du djihad. Déjà, c'est quand même bizarre, cette histoire. Bon, en plus, c'est lié visiblement à l'histoire malheureuse de Samuel Paty, exactement à 3 jours près. Mais par rapport à ces fichiers S, je me demande si aussi c'est pas malheureusement un manque de moyens humains. Parce que pour vraiment... Mais on ne peut pas mettre un policier derrière tous les fichiers S, pas, justement, si on veut les contrôler 24 heures sur 24, il en faut même 20 par fichier S dangereux. Ah si, c'est le mieux, c'est pas les laisser entrer en France, à mon avis. Bien sûr. Mais alors, à quoi correspond maintenant ce statut de fichier S? On ne sait plus trop. On va poser la question. Il semble qu'il n'avait pas que le statut de fichier S. Tous les fichiers S ne sont pas suivis par le DGSI. Hein. Non, il avait plus que S. Oui. Puis en plus, vraiment, il fait partie de la menace qu'on appelle la menace endogène, ça. C'est un peu quand même le terroriste seul. Allez, Grégory Joron est avec nous. Beaucoup de choses ont été dites, Grégory Joron. Et la vraie question, vous, en tant que policier, est-ce que finalement on est dans une impasse pour vous? Alors, je vais me permettre juste de rappeler peut-être ce qu'est le fichier S ou la fiche S. Parce que derrière un fichier S ne se cache pas toujours, heureusement, fort heureusement, un potentiel terroriste qui va passer à l'action. Il y a des milliers de fichiers S. La fiche S, c'est un outil de renseignement et de suivi. C'est extrêmement important pour les services, mais pour tous les services, notamment évidemment de renseignement, qui peuvent collationner des informations sur des individus qu'ils décident de surveiller, justement pour pouvoir alimenter et potentiellement judiciariser des faits et intervenir justement avec les passages à l'acte. Alors là, c'est vraiment pour le cas extrême des fichiers S qui sont classés extrêmement dangereux avec potentiellement évidemment un passage terroriste.
Mais la fiche S, c'est en soi un vrai outil extrêmement important. Et je pense que le débat, il ne doit pas se porter là. Le vrai débat, il se porte sur une fois qu'on a la connaissance de dangerosité d'individus. Qu'est-ce qu'on fait ? Malheureusement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, que malheureusement, pour reprendre une expression que j'ai déjà entendue il n'y a pas si longtemps, on n'est pas dans le film Minority Report, vous savez, Tom Cruise. On ne peut pas intervenir avant la commission d'une infraction. Ça, c'est notre état de droit. Et malheureusement, j'ai envie de dire, la vraie question, c'est de savoir comment on fait pour protéger nos libertés individuelles auxquelles on tient à peu près tous, je pense, et notamment les gens qui partagent votre plateau aujourd'hui, et en même temps se doter quand même de moyens de pouvoir intervenir réellement quand on a une dangerosité avérée. C'était semble-t-il le cas du terroriste de ce matin. Philippe Bijar veut réagir. Grégory Joron, pour une fois, c'est peut-être pas la première fois que je vais être encore plus sévère que les fonctionnaires de police. Vous parlez d'un possible équilibre entre les libertés individuelles et bien sûr la lutte contre ceux qui s'apprêtent à commettre le pire. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas accepter de changer radicalement de logiciel. Et à partir du moment où on ne peut plus garantir à balance égale la défense de nos libertés et la sauvegarde de notre société, il faudrait, pardon pour l'expression familière, mettre le paquet, même d'une certaine manière, en rabotant l'état de droit pour le rendre performant. Et est-ce que je vous choque en disant ça ? Non, clairement non. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a pu déjà voir malheureusement que la famille de l'assaillant de ce matin devait être expulsée et que justement par tous les biais qu'on connaît, associatifs, politiques, etc., ont réussi à être maintenus en France. C'est des vraies questions et je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que dans le teaser, je me suis permis de dire que actuellement, est-ce qu'on avait tous les moyens ? Non, mais qu'il faudrait peut-être s'en doter et ça ne pourra passer que par une vraie prise de conscience et une volonté politique extrêmement forte pour en effet, à un moment donné, pouvoir assumer des décisions qui aujourd'hui pourraient choquer une bonne partie de notre classe politique et peut-être même de nos citoyens. Elisabeth Lévy. Oui, bonjour Grégory Joron. Le problème, c'est que, en fait, le problème est probablement encore plus compliqué que celui-là, parce que, évidemment, c'est très inquiétant la présence sur notre sol de gens qui sont des ressortissants étrangers, en situation légale ou pas. D'ailleurs, on a eu les deux cas, et qui commettent de telles choses. Mais moi, ce qui m'inquiète tout autant, c'est le nombre de jeunes Français, si vous voulez, qui sont endoctrinés, qui applaudissent à ce genre de choses, qui applaudissent les massacres de Gaza. Et si vous voulez, là, ça ne peut pas. Enfin, je ne sais pas si on a encore des outils comme l'étaient autrefois les RG, justement pour, disons, sentir le climat. Justement, moi, je ne sais pas, par exemple, ce qui se passe dans nos banlieues depuis 3 jours, s'il y a beaucoup d'explosions de joie, etc. On n'en sait rien, mais ça ne peut pas relever que de la police, ça, de toute façon, j'en suis consciente. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce terreau ? Grégory Joron. Alors, on a eu un outil de renseignement qui a été clairement bien esquinté il y a quelques années au travers de politiques publiques. Je ne reviendrai pas là-dessus. Aujourd'hui, on a quand même des renseignements territoriaux qui fonctionnent. Le monde a quand même très changé depuis 2015 et il a plutôt basculé. Tout le monde en a pris conscience et vous savez tous et on sait tous que énormément de moyens ont été mis quand même sur la lutte antiterroriste, avec d'ailleurs de nombreux attentats qui sont déjoués chaque année. Il faut saluer vraiment le travail de la DGSI, de la direction du renseignement de la police de Paris, de la préfecture de police, des renseignements territoriaux. Il faut bien se dire une chose, c'est que ces services-là, malheureusement, pardon pour l'expression qui pourrait être vraiment malheureuse dans ce moment-là, mais je veux dire, ces services-là, c'est le gardien de but. Oui. Et s'il rate le ballon, derrière, c'est extrêmement difficile et c'est forcément souvent un drame. Et malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas, enfin j'ai pas vu croire, il n'y a aucune défaillance des services par rapport à ce qui a été fait sur l'affaire. Notre vraie difficulté, c'est que on a évidemment une difficulté sur les signaux très faibles et on peut pas écouter toutes les personnes 24 heures sur 24 et les suivre, etc. Parce que il nous faudrait quasiment le double de personnel pour pouvoir y arriver et c'est pas possible. Et de l'autre côté, on a justement, vous l'avez dit, une menace endogène qui est plutôt assez forte
et qui peut passer à l'acte en passant en dehors de tous les radars connus, malheureusement, et avec un couteau faire ce genre de drame. Voilà, ça c'est une vraie réalité. Allez-y. Oui, bonsoir Grégory Joron. Je voulais vous poser une ou deux questions. Il y a des détenus, bien sûr, qui sont actuellement en prison, des fichiers S, mais il y en a certains qui sont sortis. Il y en a à peu près 200 ou 300. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le suivi de ces fichiers S qui sont sortis? Comment ça se passe? Et est-ce que, dernière question, est-ce que on peut surveiller 24 heures sur 24 des fichiers S vraiment considérés comme dangereux? Parce que moi, on m'a dit qu'il fallait 20 personnes. Voilà. Il fallait 20 personnes pour surveiller des fichiers. Alors, je voulais avoir votre confirmation ou pas? Alors, j'ai pas les détails, et vous imaginez bien que même si je les avais, je crois que je devrais avoir la responsabilité de pas vous les donner. Mais non, mais je crois qu'en effet, c'est extrêmement difficile de surveiller quelqu'un 24 heures sur 24. Ça l'est quand c'est très chaud, ça l'est quand justement les fichiers et les indicateurs et les informations qui remontent au service de renseignement permettent de dire attention, là on a quelque chose qui se passe, on a intercepté des messages, on a écouté, on a regardé, on a pu voir, observer que vraisemblablement il y a potentiellement un passage à l'acte. Et du coup, c'est évidemment en lien avec le parquet antiterroriste et un juge antiterroriste qui dit allez-y, on a le go, si on peut judiciariser, on judiciarise. C'est comme ça que ça se passe. D'où l'importance, encore une fois, de la fiche S et de toutes les informations qu'on peut en retirer en la mettant en alerte. Pour votre question, il y a 200 détenus qui sont sortis. Comment on fait pour les suivre? En fait, les fiches S sont classées par dangerosité. Oui. Avec le classement, évidemment, avec j'imagine des indicateurs très précis qui permettent justement de classer les fiches, parce que comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des fiches ES, et il y en a énormément qui ne revêtent pas réellement de dangerosité, en tout cas terroriste, heureusement. Et en fait, c'est la responsabilité des services de renseignement, justement, d'assurer un suivi adapté par rapport à leur regard et à leur analyse professionnelle sur la dangerosité potentielle de l'individu. Oui, allez, vous restez avec nous, Grégory Joron, 0826 300 300. Dominique est avec nous de Toulouse. Bonsoir Dominique. Avec nous de Toulouse. Bonsoir Dominique. Et bonsoir. De Toulouse. Bonsoir Dominique. Il y a la radio derrière. C'est pas moi. Vous avez la radio derrière vous. Pour dire simplement, oui, je trouve qu'on est dans une impasse parce qu'on subit une situation de laquelle on parle depuis des années, mais on n'y est pas encore à une condition selon moi. Quand je lis des commentaires qui sont avérés de dirigeants de la France Insoumise, par exemple, qui tweetent aujourd'hui, qui sont scandalisés, effrayés par l'acte terroriste sur ce qui s'est passé à Arras aujourd'hui. Évidemment, c'est scandalisant, évidemment, c'est une horreur absolue, mais d'abord, pourquoi réagir comme ça sur cet acte-là, ne pas réagir de la même manière sur ces gamins qui ont été tués là-bas au Proche-Orient, et bien sûr qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Le fait est que des gamins meurent, le fait est que des gamins ont été égorgés, et je pense que c'est ce genre de comportement qui a fait que depuis des années, on a laissé faire trop de choses. Les gamins qui refusent de faire une minute de silence dans une cour d'école pour Samuel Paty, ils doivent être sanctionnés dans un premier temps. Ensuite, la sanction, selon moi, par exemple, ça pourrait être de convoquer les parents, de faire un travail pédagogique, parce qu'un enfant, ça reste la merveille du monde, ça peut être sauvé, et de lui expliquer pourquoi on fait cette minute de silence. En tout cas, il faut arrêter d'accepter tout, et il faut arrêter de sous prétexte de ne pas vouloir fâcher les gens. J'imagine qu'il y a des raisonnements politiques pour gagner des voix, mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. On a peur. Moi, c'est la première fois que je prends la parole, parce que je n'ai jamais voulu prendre la parole. Tout le monde a peur, mais maintenant, ça suffit. Il faut admettre, il faut appeler un chat. Celui qui n'est pas content, qu'il aille voir dans d'autres pays comment ça se passe. Oui. On se fait couper des mains dans d'autres pays pour beaucoup moins que ça. Je ne suis pas en train de parler d'immigration, je ne suis pas en train d'afficher une appartenance politique quelconque. Je dis simplement... Juste un ras-le-bol, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Qu'il y en a ras-le-bol, mais surtout, il y en a ras-le-bol qu'on laisse faire. Quelqu'un qui refuse une minute de silence pour un prof qui est décapité, il faut qu'il soit sanctionné. Oui. Cette refus de minute de silence, il doit être sanctionné aussi. Restez avec nous, Dominique de Toulouse. Alors, on se rend compte effectivement que on parlait des policiers, c'est le dernier rempart, mais avant, il y a peut-être des choses à faire aussi, Philippe. Mais je voulais attirer l'attention, et Grégory Joron connaît cela, sur l'étau dans lequel se trouvait la police pour cet assassin tchétchène. On a dit, mais il va rien se passer, parce qu'évidemment, il prenait la précaution de ne jamais parler, de ne pas... Et le paradoxe, c'est qu'on pourrait presque
peuvent que considérer que lorsqu'il y a une abstention de la part de quelqu'un qu'on soupçonne, ça pourrait devenir un élément à charge. Absolument. Allez, on retourne au standard. Ouais, à moins que vous ayez un petit mot. Non, je voulais juste dire à notre auditeur qu'à mon avis, il faut pas hésiter. Moi, je crois quand même qu'il faut parler d'immigration. L'une des raisons. Enfin, écoutez, dans l'école Lampedusa, on a poussé des cris de joie samedi dernier. Est-ce qu'on a vraiment envie que des gens qui poussent, est-ce qu'on a besoin, en plus de tout ce qu'on a chez nous, si vous voulez, de faire venir dans notre pays des gens qui poussent des cris de joie quand on égorge des enfants, enfin. Ouais. Allez, 0826 300 Thierry est avec nous de Paris. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir toute l'équipe. Et je vais essayer d'aller très vite. Je partage tout à fait ce que dit Elisabeth et l'autre auditeur. Il y en a marre. Franchement, c'est que des blabla, toujours, quel que soit le parti politique. Rien ne se fait. On a des fichiers S. Qu'est-ce qu'on attend? Combien de morts pour les expulser? Et ce n'est qu'une volonté politique, parce que moi je peux dire que j'ai vécu au Moyen-Orient, travaillé en Amérique du Sud, et si on veut, on peut. Ce n'est qu'une question de volonté politique, ce n'est qu'une question de loi. Et l'état de droit, les droits, on peut les réduire ou les augmenter en fonction des gens, des circonstances, etc. Des circonstances, et donc ce n'est qu'une question de droit. Posez-vous les questions que tout le monde se pose. Pourquoi il n'y a pas d'attentat à Singapour? Pourquoi il n'y a pas d'attentat aux Émirats Arabes Unis, etc., etc. Et tous ces gens-là, il y en a, hein. Il y a des attaques, mais elles sont maîtrisées. Non, mais comparé à... Oui, bien sûr. Oui, mais ils sont maîtrisés. Et parler aux gens qui vivent là-bas, ils sont tous heureux. Et personne ne se plaindra d'aucune privation de liberté. Personne. Alors, je pense qu'il faut arrêter de se masturber avec nos droits. Le premier droit, c'est le droit à la sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry, pour votre message. Quand vous entendez ça, ah oui, allez-y. Non, est-ce qu'il est toujours en ligne, Grégory Joron? Oui, bien sûr, bien sûr qu'il est là. Il écoute religieusement. Je voulais justement poser une autre question à Grégory Joron, qui est un peu plus large au niveau sécuritaire. Bon, là, on parle de bien sûr, ce meurtre horrible de ce professeur aujourd'hui. Non, c'est par rapport aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en 2024. Alors, Grégory Joron, comment vous envisagez cette situation? Parce que si on a déjà de l'appréhension avec une personne... Après, il n'est pas le ministre de l'Intérieur encore. Mais en tant que policier, comment appréhende-t-il la situation? C'est tout ce qu'on vous souhaite, Grégory Joron. Non, je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui fasse rêver en ce moment, pour le coup. Je pense que les Jeux Olympiques, on sait tous qu'il y aura un enjeu de sécurité énorme, mais en dehors même du caractère terroriste. C'est-à-dire qu'on a un enjeu de sécurité quotidienne et de petite et moyenne délinquance, un enjeu de gestion de foule qui va être extrêmement complexe, parce que je crois que la clé reste dans la fluidité quand on a un nombre énorme de personnes qui va être réunies au même endroit. Et évidemment, moi, ce qui m'inquiète, et du coup, pour le coup, c'est ma casquette de syndicaliste, évidemment, c'est de me dire qu'on a déjà surtout des forces de sécurité et des policiers qui sont engagés depuis de longs mois sur des périodes extrêmement tendues, et qu'on va arriver à l'aune d'un événement, malheureusement, en ayant enchaîné des crises. Et c'est quand même plutôt inquiétant, parce que on va demander aux policiers d'être pendant quasiment 4 mois à 100% sur le terrain et disponible pour pouvoir justement assurer toutes ces missions, quel que soit le contexte. Et oui, c'est inquiétant, et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait tous les bonnes solutions. Merci beaucoup, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.